dans la suite logique de Michel, peut-être une première grande question, n'y a-t-il pas finalement confusion entre, dans cette utilisation de la vidéo, entre vidéo formation et puis simple délivrance d'informations à distance? Oui, effectivement, il y a une dérive qu'il faut éviter, c'est de penser qu'on va montrer uniquement le bon exemple à suivre parce qu'il y a de multiples façons. Le risque de formatage, en quelque sorte. Oui, et c'est pas ça que l'on veut avec la vidéo. Donc, effectivement, on peut utiliser la vidéo à des fins d'exemplifier un concept, une théorie, une notion particulière, mais on peut aussi utiliser la vidéo à des fins de réflexion, c'est-à-dire utiliser la vidéo pour observer ce qui se passe dans la pratique, dans l'activité, identifier des éléments spécifiques et engranger une réflexion sur la pratique, sur sa propre pratique, mais également sur la pratique de l'autre. Et il y a aussi, en fait, l'exploitation de la vidéo à des fins plus complexes encore, c'est-à-dire pour susciter un changement de pratique chez l'enseignant. C'est-à-dire qu'on observe des choses, on les comprend, on les analyse et on s'engage dans un changement de pratique. Bon, il y a de nombreuses, il y a une énorme différence entre information et formation, c'est-à-dire tout l'accompagnement pédagogique qu'un formateur peut offrir à un formé, alors là, que ce soit un enseignant en formation initiale ou en formation continue, tout cet accompagnement-là change totalement, finalement, offre une grande différence avec information. Alors, on peut offrir de l'accompagnement théorique sur expliquer, finalement, expliciter des éléments de la pratique. On peut effectivement organiser des activités de formation de type réflexive, de type productive, donc amener le formé à aller au-delà de simplement observer. D'accord, c'est parce que la vidéo en elle-même Exactement. N'est pas nécessairement un plus, que vous les accompagnez les vidéos de tout un ensemble de dispositifs, qu'elle devient un élément de véritable formation. Parce qu'elle s'accompagne de multiples activités qui sont pensées par le formateur, qui sont animées par le formateur et par les pairs qui sont aussi présents dans l'activité de formation. Okay. Voilà, alors la vidéo formation est finalement un outil qui est utilisé depuis bien longtemps, je crois depuis à peu près les années 60, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il y a des travaux universitaires qui permettent quand même d'avoir un peu de recul sur l'utilisation de cette vidéo qui n'est peut-être pas l'apanage finalement dans la formation? En fait, c'est une ressource de formation comme de multiples. Je ne dirais pas que c'est la seule et l'unique, mais il y a un grand courant de recherche actuellement sur les usages de la vidéo en formation des enseignants. Alors, depuis le début des années 2000, en fait, je dirais même depuis les années 90, il y a énormément de courants de recherche avec différents courants théoriques qui se penchent sur l'analyse de l'activité, sur les vidéos. Et j'étais récemment à un congrès européen en Allemagne où pendant 2 jours, nous n'avons parlé que de ça. Nous n'avons parlé que de l'usage de la vidéo, que des pratiques de formation à l'aide de la vidéo. Alors ça se fait aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en France. C'est vraiment un courant très contemporain, très actuel. Donc il commence à y avoir de nombreuses recherches qui démontrent tant les effets sur le développement de compétences, sur le développement du sentiment d'auto-efficacité, sur l'apprentissage enseignant, donc sur les différentes notions en lien avec l'activité enseignante, sur le développement aussi d'une vision de ce que c'est que être un professionnel de l'enseignement, sur la vision de l'enseignement. Donc il commence à y avoir un certain recul effectivement et on commence aussi à développer de plus en plus de connaissances sur comment on accompagne les enseignants dans l'observation de vidéos. Oui, c'est une question d'ailleurs qu'on souhaitait te poser, parce qu'effectivement la vidéo prend de l'importance, néanmoins un enseignant ou un tuteur qui souhaiterait travailler avec de la vidéo, ça ne s'improvise pas. Non, donc il y a bien, je dirais, des précautions, une formation à mettre en place pour ces analystes, on pourrait dire, de la vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de façon plus précise? Comme dans toute situation de formation, il y a moi, ce que j'appelle de l'ingénierie pédagogique à mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne pense pas une formation à brûle pour point comme ça, elle se réfléchit, elle se planifie, elle s'organise. Donc il y a nécessairement pour un formateur une grosse réflexion à faire dans un premier temps sur les intentions pédagogiques de formation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on souhaite que l'enseignant qui vient dans notre formation développe, construise, apprenne, et donc à partir de là, quelles sont les activités que l'on met en place qui vont être au service de ces cibles pédagogiques-là, et par conséquent, quelles sont les vidéos que l'on pourrait exploiter, ou de quelle manière pourrait-on exploiter certaines vidéos que l'on possède, ou de quelles vidéos aurions-nous besoin de construire finalement pour pouvoir répondre Alors ça, c'est la planification, c'est-à-dire toute la planification on prépare pédagogique. Les scénarios, etc. Exactement. Mais dans le travail après de cet analyste, j'imagine qu'il y a des précautions à prendre pour
pour préparer le jeune stagiaire ou l'enseignant titulaire à cette analyse vidéo. Alors, il y a un élément extrêmement important à prendre en considération. En tout cas, dans les travaux de recherche que j'ai menés moi, j'ai observé que les enseignants qui voient un autre enseignant, alors là, je parle de l'allo-confrontation, c'est-à-dire qu'on observe quelqu'un d'autre, un enseignant qui voit un autre enseignant dans lequel il ne peut pas s'identifier, ne va pas bénéficier autant de l'effet que pourrait produire la vidéo versus quelqu'un qui s'identifie clairement à l'autre personne. Donc il faudrait en quelque sorte que ce qui est tourné en image vidéo soit assez proche de ce que rencontre l'enseignant. Si le fossé est trop important, il y a exactement. Un risque de... Et là, on pourrait parler peut-être d'une zone proximale de développement. On peut parler aussi de l'effet vicariant, c'est-à-dire que si on observe dans l'autre des éléments qui nous ressemblent, alors on est capable de se projeter, de s'identifier et de raccrocher en fait ce que l'on observe à sa propre personne et à sa propre pratique. Donc ça, c'est extrêmement important pour le formateur, c'est de réduire cette distance qui existe entre l'observé et l'observant. Et donc, pour cela, en fait, il y a plusieurs éléments très importants. Il y a d'abord un travail sur les ressources qui accompagnent la vidéo, c'est-à-dire placer le contexte dans lequel l'extrait que l'on observe se situe. Comprendre en amont comment cette vidéo est apportée pour effectivement ne pas décontextualiser un petit peu. Exactement, c'est-à-dire comprendre d'où l'enseignant que l'on observe part, de quoi en fait il s'alimente pour cette situation-là et vers quoi il s'en va. C'est-à-dire le avant, le après, les ressources qu'il utilise, donc qu'on comprenne finalement dans quelle situation il se trouve. Une chose aussi qu'il faut amener l'enseignant à comprendre, donc le formé qui observe, c'est de l'amener à comprendre que la situation, elle est réelle. Pour moi, c'est très important. C'est que c'est une vraie situation de classe. Elle n'est pas biaisée parce qu'il y a une caméra au fond de la classe. Là, alors oui, tu es convaincu là-dessus que l'introduction d'une caméra ne peut pas, je dirais, modifier véritablement les comportements des élèves et à la fois de l'enseignant qui est filmé. C'est très étonnant pour avoir filmé dans, je dirais, une cinquantaine de classes différentes. Très rapidement, les élèves oublient qu'on est là, l'enseignant oublie qu'on est là. Alors, il y a un petit 5 minutes au départ d'appropriation, et très rapidement, les élèves oublient et finalement, très rapidement, le rythme de la classe prend son chemin habituel et on se retrouve dans une situation tout à fait naturelle de classe. Alors, c'est pour ça qu'il est très important de bien mettre ça en place avec les enseignants que l'on forme parce qu'il y a ce réflexe-là, un réflexe de protection où lorsque l'on voit un autre enseignant, on se dit « Ouf, ça c'est pas mon problème, c'est pas comme ça que c'est pas la vraie vie, ça, c'est pas la vraie vie. Moi, la vraie vie, c'est ce que je vis et c'est pas possible. » Alors, donc là, il faut arriver à réduire cette confrontation-là pour que l'enseignant comprenne, dans le fond, que oui, c'est possible d'en arriver à ça parce que le contexte-là est similaire à un contexte que tu pourrais connaître, toi, dans ta classe, par exemple. D'accord. Donc, tu évoquais tout à l'heure, dans l'utilisation possible de la vidéo, l'exemplification, c'est-à-dire l'utilisation qu'on peut faire d'une vidéo comme un peu un formatage, un modèle de bonne pratique. Est-ce que tu peux nous peut-être approfondir un petit peu ce risque, effectivement, lorsque c'est mal proposé? Oui, parce que l'exemplification peut être intéressante. C'est-à-dire que si on évoque un concept théorique spécifique, mettons, on parle de métacognition. Mettons un terme assez simple, théorique, qui peut être parfois compliqué à comprendre par certains enseignants. Donc, c'est très intéressant de l'illustrer en se disant, tiens, voici un concept que l'on a abordé, voici comment ça s'illustre dans la pratique, voici un exemple. Mais ça, ce n'est pas négatif en soi. Ce qui est dangereux, à mon sens, je ne parle que pour moi, c'est de dire, voici un enseignant, voici ce que vous devez faire. Et en faisant de cette façon-là, c'est de remettre finalement, de mettre de côté toute l'expérience, toute la connaissance et toute la personnalité de l'enseignant qui est dans la formation, de lui dire c'est comme si ce que toi tu fais n'a aucune valeur et voici ce qu'il faut faire. Moi, je ne pars pas de ce principe-là, je pars de l'idée qu'un enseignant d'expérience ou même novice a déjà en fait de bons éléments, il a déjà de nombreux savoirs théoriques et pratiques qui sont tout à fait valables et tout à fait intéressants et qui lui correspondent. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est plutôt utiliser l'exemple comme un point d'ancrage duquel partir pour réfléchir, duquel partir pour valoriser la propre pratique des enseignants formés, pour les mettre non pas en confrontation, mais en complémentarité, et voir de l'un vers l'autre ce qui peut être apporté pour avancer. Puiser pour avancer. Et donc, mais c'est un principe tout à fait constructiviste. Je prône en fait cette valorisation-là, c'est-à-dire que l'enseignant formé a déjà tout un schème de connaissances, de référents, desquels il est nécessaire de partir et qu'il faut surtout valoriser avant tout.
Donc en montrant un exemple parfait à suivre, finalement, c'est décrédibiliser le point de départ et pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Peut-être une des dernières questions. Tu nous évoquais en arrivant tout à l'heure une certaine modélisation que tu souhaitais peut-être nous faire partager sur l'utilisation de la vidéoformation. Oui, Tu peux peut-être nous donner quelques... On montrera d'ailleurs, on incrustera à l'écran éventuellement cette systématisation, mais est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, alors il y a plusieurs modèles qui existent, hein, qui sont encore à réfléchir. Et je parlais tout à l'heure d'ingénierie pédagogique. Alors tout d'abord, en fait, en tant que tuteur, la première chose à faire, c'est de bien penser aux activités de formation, aux cibles pédagogiques, aux activités de formation, choisir les vidéos et développer les activités autour de ces vidéos-là qui sont conséquentes avec les cibles pédagogiques. Et évidemment, il y a toujours dans le cycle d'ingénierie pédagogique, une fois que les activités ont été vécues, ont été passées par les enseignants, bien, il y a une évaluation qui est faite pour améliorer le dispositif. Donc ça, c'est le cycle d'ingénierie pédagogique lui-même. Mais lors de l'activité d'observation de situations de pratique, il y a toujours une première étape en fait qui est celle de comprendre dans quelle posture on se place lorsque l'on observe les enseignants qui sont là. C'est-à-dire, en fait, revenir sur justement ces éléments de rejet et de décontextualisation qui font que l'enseignant ne veut pas... et on n'est pas dans une posture d'évaluation. Donc ça, il faut placer les enseignants dans le fait de dire ce que vous allez observer, ce n'est pas dans le but de dire c'est bien ou c'est mal, c'est dans l'optique de comprendre qu'on peut s'inspirer de cette pratique-là pour avancer. Donc ça, c'est un premier élément. Après ça, c'est mettre tous les outils en place pour que les enseignants comprennent comment on observe une situation de pratique, comment on peut la décortiquer, quelles sont les modalités d'analyse que l'on peut mettre en place. Quel observable on peut trouver, etc. Exactement. Là, il y a pas en choisir, j'imagine, de trop, mais avoir des focales qui permettent à un moment donné... Alors ça dépend des approches que l'on veut prendre. Hein. Il y a plusieurs approches sur l'analyse de l'activité qui existent. Il y a plusieurs façons de l'aborder, mais c'est de le cadrer avec les apprenants pour que ça soit clair. C'est-à-dire qu'on se met dans cette posture-là, oui, pourquoi, et quelles sont les modalités qui conviennent pour cette démarche que l'on met en place. Donc toujours dans une idée de se dire on n'est pas dans une situation d'évaluation. Et après ça, bien, une fois que les activités sont organisées, c'est de bien accompagner la discussion, c'est-à-dire d'encadrer les choix, de relancer, c'est d'amener des éléments complémentaires théoriques qui viennent enrichir finalement l'observation et ce cadre-là, et d'offrir des pistes par après aux enseignants pour qu'eux-mêmes identifient finalement des modalités de mise en œuvre ou en tout cas de réflexion sur leur propre pratique, de changements qui pourraient être apportés. Donc, à partir de ce que l'on vient d'observer, comment ça se rapporte à ta propre pratique, comment en fait tu peux te distancier ou non et comment tu peux t'inspirer de ce qui a été observé pour l'injecter dans ta propre pratique. Donc, faciliter finalement une mise en lien de la pratique d'autrui avec sa propre pratique. Et donc, organiser autour de ça, finalement, non pas une confrontation destructrice, mais une confrontation constructive. Tu sais que le système éducatif est engagé dans une grande réforme actuellement, et on essaie de faire un petit peu bouger les lignes par rapport à ça et de refonder un petit peu l'école. Comment penses-tu, sachant que les SP sont en train de se remettre en place et que nous allons avoir à travailler de façon, je dirais, très collaborative, comment penses-tu que la vidéo et en même temps les systèmes de visio peuvent participer à ce nouvel élan en matière de réforme? Là, tout à l'heure, jusqu'à présent, on a parlé essentiellement de la vidéo dans une optique où on montre de bons enseignants, hein, ou en tout cas des enseignants d'expérience. Mais la vidéo peut être utilisée de plusieurs manières, pas uniquement en termes de présenter des enseignants d'expérience. Elle peut être utilisée dans le cadre des stages, par exemple. Et donc, nous, on l'utilise beaucoup au Québec dans ce contexte-là, parce qu'un enseignant stagiaire se rend dans une classe. Donc, il a sur place un enseignant associé qui devient son référent. D'accord. Et donc, cet enseignant-là est son tuteur local. Il a son superviseur qui est son tuteur universitaire. Tout à fait. Et il y a le professeur d'université qui est le troisième acteur, en fait, responsable de la formation de ces enseignants-là. Alors, je parle ici vraiment en formation initiale. Hein. Donc, ces trois acteurs-là accompagnent l'enseignant en formation.
Et donc, tous les trois doivent être capables de parler de la même expérience que vit le stagiaire. Et donc, dans ce cadre-là, la vidéo est un outil extrêmement intéressant parce que le stagiaire peut, à divers moments, placer une caméra dans sa classe très simplement, alors sans un outil sophistiqué ou rien, mais peut, à partir de là, choisir des extraits desquels il veut partir pour discuter avec ses formateurs. Le formateur peut choisir lui-même des extraits sur lesquels il voudrait revenir pour approfondir une notion, une réflexion, ou en tout cas amener une prise de conscience de la part du stagiaire. Donc, il y a de nombreuses modalités là en termes de formation qui sont extrêmement intéressantes. La visioconférence, c'est une autre modalité. Donc là, on l'utiliserait à d'autres fins, et pas nécessairement pour observer ce qui se passe dans la situation de classe, mais plus pour entrer en lien avec un enseignant qui est éloigné à des moments spécifiques pour sa formation. Mais il y a certaines expérimentations qui ont lieu en Australie, aux États-Unis, où on place une caméra en temps réel dans la classe et elle est tout le temps là. Et un petit peu comme on le ferait dans un laboratoire en psychologie ou en médecine, vous savez, où des fois on se met derrière un miroir sans teint. Bien là, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans la classe à tout moment et voir ce qui s'y passe. Et donc, les étudiants rentreraient à un moment comme ça, spontané, pour observer, discuter et analyser la situation. Alors, là, le risque, c'est qu'on tombe à des moments où il ne se passe rien, mais ça se fait. Et bon, alors, après, il y a toute une question éthique et tout ce qui vient avec ça, mais là, c'était juste pour évoquer les possibilités, quoi, en fait. Donc, il y a de nombreuses possibilités. Alors, le cas de Neopass Action est aussi une plateforme extrêmement intéressante qui, elle, est un petit peu différente de celle dont on a parlé, que l'on utilise au Québec, mais qui est aussi extrêmement intéressante, puisque là, on est avec l'enseignant novice dans différentes situations de son entrée en matière avec les élèves, dans ses débuts d'expérience, et on le voit évoluer au fur et à mesure. Voilà, donc c'est un processus qui nous permet de comprendre l'évolution d'un enseignant novice avec des rétroactions d'enseignants plus expérimentés, avec des rétroactions de théoriciens ou avec des rétroactions d'autres enseignants novices qui se retrouvent à voir ce qui se passe, quoi, en fait. Donc c'est une autre encore modalité d'exploitation intéressante. D'accord. Oui, peut-être une question très technique, cette fois-ci sur la vidéo. Est-ce qu'on a une idée des durées plutôt courtes, des focales plutôt longues? Je pense que ça dépend beaucoup de qui regarde et quel est finalement l'objet. L'intention. Quelle est l'intention en termes d'observation de la vidéo, effectivement. Alors, ce que l'on a observé, en tout cas dans le cadre de ma thèse, ce que j'ai observé, c'est que des vidéos qui dépassent 10 minutes, on va beaucoup trop loin, et donc il y a plusieurs raisons à cela, en fait. Le fait que dans 10 minutes déjà, on a énormément d'informations sur lesquelles, un condensé d'informations extrêmement riches sur lesquelles on a déjà énormément de discussions à avoir. L'attention aussi, à un certain moment donné, dépasse. Et si on va trop loin, on oublie les éléments importants du départ qui font que là, finalement, on perd beaucoup d'informations. Donc, il est mieux de faire, si on a vraiment une séquence très longue, plusieurs petits bouts sur lesquels on peut revenir à tout moment. Il y a aussi, par contre, il ne faut pas que ça soit trop court non plus, parce que ce que l'on veut, c'est quand même saisir à la fois l'atmosphère, le contexte, ce qui se passe. Donc, il faut qu'il y ait quand même assez de consistance pour que la personne qui observe soit capable de le voir. Mais ça, c'est dans un contexte où on observe un exemple de pratique ou une situation de classe et qu'on veut en discuter avec un groupe d'enseignants. Quelque chose de ciblé quand même. Une autre optique serait d'utiliser une séquence en fait, de classe complète, 1 heure, 2 heures en fait, et de prendre cette vidéo-là d'un bout à l'autre sans aucune interruption. Alors on pourrait se dire, ça, qui va regarder ça? Mais il y a plusieurs usages qui peuvent être faits de ça. Et moi je pense que c'est aussi une situation extrêmement intéressante, mais qui n'est peut-être pas utilisée dans un contexte où on a 20 enseignants qui sont en train d'analyser, discuter ensemble. Ça peut être intéressant dans le cas d'un stagiaire qui veut discuter avec ses superviseurs, ses tuteurs et dire, voici ma situation de classe, je vais la regarder au complet et je vais sélectionner quelques extraits de quelques secondes qui vont être les points d'ancrage pour nos discussions. Ou une argumentation. Voilà. Alors là, ça devient extrêmement intéressant de l'avoir dans sa durée. Dans sa totalité. Il peut y avoir aussi, dans certains cas très particuliers, une volonté de saisir finalement la dynamique d'une classe, son évolution, son rythme. Et ça peut être, à de rares occasions, exploité de cette façon-là. Mais je pense que si c'est trop long, l'attention est rapidement perdue. Il faut faire attention à ça. Florian, merci en tout cas d'être venu nous apporter ton éclairage de scientifique sur l'utilisation de la vidéo. Puis je pense, Michel nous en a parlé tout à l'heure, qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être comme un référent scientifique pour l'Université de Grenoble, et puis qu'on puisse travailler effectivement ensemble. Voilà. Si je peux apporter quelque chose, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.